Colonel de réserve Olivier Rafovitz, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita à la fin de cette semaine, on peut le dire, particulièrement mouvementée, au cours de laquelle on peut dire que l'armée israélienne a été quelque part impliquée dans l'activité politique très intense que nous avons constatée, en particulier avec l'autonomination de Binyamin Netanyahu qui est devenu ministre de la Défense, la démission d'Avigdor Lieberman la semaine dernière qui a d'une certaine manière prôné une politique, on va dire, plus musclée envers le Hamas, et puis la décision de Naftali Bennett de ne pas démissionner mais d'émettre des critiques, on l'a vu, envers en particulier les juristes du procureur militaire du procureur militaire israélien de Tsahal. Naftali Bennett, on l'a vu critiquer le fait que certains soldats israéliens, certains officiers avaient plus peur de la justice israélienne et du procureur militaire que de Yihye Sinwar. Alors, j'aimerais qu'avec vous, on essaye de décanter tout cela et de faire un peu le clair. La première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez le sentiment, comme pas mal de citoyens israéliens, que l'armée israélienne a perdu son esprit combatif face au Hamas ou face à ses ennemis? Non. Alors, écoutez, non. Évidemment que non. L'armée israélienne n'a pas perdu son esprit combatif. L'armée israélienne reste une armée, d'abord, c'est une armée du peuple. Il ne faut pas oublier que Tsahal est une armée du peuple. Et l'armée, elle n'est pas indépendante. L'armée, elle dépend de l'échelon politique. Oui. Qui décide de la politique militaire, et l'armée agit. Et Tsahal est loin d'être une armée qui n'est pas une armée combative. Maintenant... Mais il est vrai que l'armée recommande. Elle a, lorsqu'il y a des réunions comme la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale, lorsque l'on écoute le chef d'état-major, il fait des recommandations à l'échelon militaire et à l'échelon politique. Et quelque part, ces recommandations, elles ont un poids important et qui peut être déterminant par la suite. Alors là, c'est une autre question. C'est savoir, non pas si Tsahal a perdu son esprit combatif, est-ce que l'armée aujourd'hui joue un rôle plus politique qu'auparavant. Oui. C'est ça, en fait, c'est la question. Est-ce qu'elle est plus influente dans les décisions politiques, au-delà du fait qu'elle soit l'armée de défense d'Israël pour défendre les citoyens israéliens? Et là, on peut se poser effectivement la question de savoir, en fait, est-ce que l'armée va au-delà de son mandat direct qui est la protection, la défense d'Israël, puisque là, elle propose des choses, elle influence les décisions. Et là, effectivement, la question peut être posée, mais si Tsahal, dans le cadre, par exemple, des actions contre le Hamas, oui, propose des choses qui sont acceptées, ça veut dire que l'échelon politique, à proprement parler, n'est pas suffisamment déterminé à prendre des décisions politiques. C'est cela, oui. Ça, alors, vous allez me dire de quoi je veux parler. Ça veut dire que... C'est fait de deux choses, donc d'une politique, d'une approche de l'armée et d'un manque de détermination de l'échelon politique. Ou de clarté dans la décision à prendre. Et là, quelque part, l'armée, elle est là pour défendre Israël. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée va vous dire, de manière générale, quels sont les risques. Quels sont les risques, elle va proposer des solutions, mais c'est toujours l'échelon politique qui va prendre les décisions ensuite pour savoir s'il faut, oui ou non, utiliser la force militaire pour faire telle ou telle action. Et là, effectivement, quand on vous demandez à l'armée ces positions, en général, l'armée propose ce qu'on appelle des DAPAOT, ce qu'on appelle des plans d'action oui, multiples, avec différents angles, avec différentes possibilités, avec toujours l'élément risque, et là on parle souvent de risque en vie humaine, et l'armée ne va jamais cacher les risques. Elle va les mettre sur la table, et c'est encore une fois à l'échelon politique de décider. Mais là, à mon avis, ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe, voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé, par exemple, mardi dernier, lors de cette réunion de 7 heures du Conseil pour la sécurité nationale, du Conseil restreint pour la sécurité nationale? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se demandent de quoi ils ont parlé pendant 7 heures. Qui a parlé et qu'est-ce qui a pu se passer? À votre avis, on va dire. Hein, bien entendu, vous n'étiez pas, mais on peut supposer que votre expérience vous permet de mieux comprendre les choses.
Alors, à mon avis, il y a eu deux grandes questions qui ont été posées. La première, c'est une question directe par rapport à comment traiter le Hamas et comment faire pour arrêter les tirs du Hamas et réduire le Hamas en force. Alors, certains ont pu demander l'annihilation, l'éradication du Hamas totalement par une action militaire de grande envergure, voire une entrée en force dans la bande de Gaza. Et d'autres ont mis sur la table le fait qu'il y a un risque ici d'embrasement général. C'est ça. Et qu'une action contre la bande de Gaza, je parle contre le Hamas, puisque il faut juste dire un mot, il n'y a pas de guerre demandée, voulue, proposée contre Gaza. Il n'y a jamais de guerre contre Gaza. On parle de guerre contre le Hamas à Gaza, n'est-ce pas? Et la deuxième chose a été le risque d'embrasement général d'une action contre le Hamas à Gaza, qui risquerait d'embraser donc la région nord, le front libanais, le Hezbollah, et de créer ce qu'on appelle une guerre totale, avec au moins deux fronts, le front nord et le front sud. Et à ce moment-là, d'après ce qu'on a entendu, en tout cas le Shabak, Tzahal et le Mossad se sont opposés à une action de grande envergure contre le Hamas parce qu'il y avait d'autres considérations qui n'ont pas été dévoilées, publiquement. Là, juste un mot. L'incompréhension, la confusion des Israéliens, à mon avis, qui reste que jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens, qu'ils soient du sud d'Israël, de Jérusalem, de Tel Aviv, d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup, je trouve ça un peu ridicule de parler à chaque fois du sud d'Israël, comme si il y avait deux Israël. Il y a un État d'Israël, et quand on bombarde le sud, on bombarde d'Israël. Bon. Mais vous êtes d'accord que lorsque Tzachi Hanegbi a prononcé cette phrase, quelque part, ça a provoqué une vive polémique, mais quelque part, il n'avait pas tort, parce que, soyons honnêtes, si le Hamas avait tiré un missile sur Tel Aviv, il y aurait eu une guerre. D'abord, il a tort, il a eu tort, et c'est très grave ce qu'il a dit. C'est grave, bien entendu, mais c'est aussi le ressenti de certains habitants du sud du pays. Non, alors oui, mais ce qu'il a dit, c'est très grave, et ce qu'il a dit est très grave, et c'est une erreur. Parce que din Sderot, qui est din Tel Aviv, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, il est interdit de séparer les choses. Mais c'est un fait, Olivier, que si le Hamas avait tiré un missile en direction de Tel Aviv, ou même de la métropole de Tel Aviv, et que ce missile aurait causé certains dégâts, eh bien, on serait rentré dans un véritable conflit. Alors que ce n'est pas le cas lorsque le Hamas tire 450 missiles en direction du sud du pays, même si c'est Ashkelon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une erreur qui a été commise, encore une fois. Oui, bien sûr, d'accord. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, et votre interview, à mon avis, elle est là pour ça. À mon avis, elle est le résultat, ou elle marque, si vous voulez, une grande confusion. Voilà, effectivement. Je crois que les Israéliens, d'ailleurs je l'ai dit il y a quelques jours, les Israéliens, de droite, de gauche, c'est pas important là, la politique. Les Israéliens sont dans une confusion totale. C'est-à-dire que, d'un côté, on leur parle de guerre possible, et ils demandent, mais avec qui? Même si, évidemment, avec qui et quand? C'est-à-dire que les risques sont toujours là, mais pourquoi maintenant plus qu'il y a une semaine ou 15 jours? Qu'est-ce qu'on leur cache? Qu'est-ce qu'on ne leur dit pas? Et quelque part, ça crée une espèce de situation. On se dit, bon, si telle ou telle personnalité politique l'a dit, même si c'était M. Netanyahou lui-même, alors certainement il y a des choses qui se passent qu'on nous dit pas, et donc il faut faire. Ça crée à la fois une confusion, mais également une psychose. Une psychose, et la psychose n'est jamais bonne pour un petit pays comme le nôtre, face à des menaces existentielles qui sont pas nouvelles. Mais dans ce cadre-là, encore une fois, pour revenir à la question du rôle de Tzahal, il y a une chose qui manque aujourd'hui en Israël. Une chose qui manque au niveau politique en général et également au niveau de Tzahal. C'est une espèce d'explication, de vulgarisation de ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Et quand une société mobilisée, ou qui doit se mobiliser, ne comprend plus ce qui se passe, là il y a un risque. Il y a un risque parce que les gens ont besoin de comprendre dans quelle situation ils se trouvent pour devoir demain agir, pour devoir demain envoyer leurs enfants à l'armée, pour demain les éduquer également. Et dans cette confusion-là, je dis attention. Parce que... Mais on ne peut pas en même temps révéler, s'il y a justement des estimations qui sont problématiques, on ne peut pas obligatoirement tout le temps les révéler aussi. Il y a une certaine problématique à ce niveau-là. Non mais on ne peut pas, je ne vous dis pas de révéler les secrets d'État.
Mais on ne peut pas dire aux gens, attention, quelque chose de très grave va se passer. On ne sait pas quand, je on vous ne le sait dis pas où. pas. Parce que ça, c'est du déclaratif. On n'est Ouais. pas dans le secret, là. Là, ça a été dit. Et aux Israéliens, et aux ennemis d'Israël qui ont entendu. Parce qu'il faut savoir que les ennemis d'Israël... C'est ça, parce que ça, c'est un point également, important voilà. aussi, Olivier. Vous parliez de cette de risque d'embrasement, mais supposons que Hassan Nasrallah, et on peut supposer que Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, suit de très près ce qui se passe. Il est très proche de, il aime bien analyser les mouvements de la société israélienne. Mais là, s'il voit ce qui se passe actuellement, s'il fait la même estimation que vous venez de faire en disant que peut-être il ne faut pas se lancer dans une opération à Gaza parce qu'il y a un risque du Hezbollah, mais ça veut dire que quelque part l'État d'Israël a perdu sa force de dissuasion et que quelque part aujourd'hui, M. Nasrallah, même si ça fait 12 ans, il y a 12 ans, il a reçu un sale coup et qu'il est depuis terré dans son bunker, peut aujourd'hui se dire, eh ben, tiens, je vais peut-être essayer moi aussi. Encore une fois, bon, je ne pense pas qu'Israël ait perdu sa force de dissuasion. Je pense qu'encore une fois, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a aujourd'hui une confusion au sein de la société israélienne. Les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et la solution n'est pas ni dans le Hamas ni dans le Hezbollah. La solution à ce problème-là, elle est au niveau politique. C'est-à-dire que l'échelon politique le plus élevé doit aujourd'hui prendre en considération le fait qu'il y a cette confusion qui est là, qui crée un malaise. Attention, ça crée un malaise. On l'a vu. On l'a vu chez Lieberman, on l'a vu chez Bennett, on l'a vu dans la réaction de Netanyahou, on le voit dans dans la réaction des politiques qui essaient quelque part de colmater les brèches, d'expliquer pourquoi et comment. Ça crée des guéguerres internes, ça crée en fait un malaise, ça crée une crise politique, puisque le fait que on ne sache pas tellement où on va. Encore une fois, vous allez me dire c'est secret, mais je ne parle pas des secrets politiques ni militaires, je parle de la direction générale. Vous savez, de dire il y a une menace grave, soyons unis parce que les choses sont plus graves qu'il y a une semaine ou qu'il y a 10 jours, Oui. Et à l'heure venue, nous vous donnerons plus de renseignements. C'est possible. Vous ne dévoilez rien et vous dites. Là, vous créez encore une fois ce qu'on appelle une psychose. Une psychose qui n'est pas encore grave, hein, je ne suis pas ni psychiatre ni médecin, donc c'est une psychose qui est tout à fait encore gérable, mais vous commencez à la créer. Vous commencez à la créer puisque les gens commencent à poser des questions qui ne se posaient pas il y a une semaine. Les gens ne posaient pas la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a voulu dire. On va pas commencer si vous voulez. Maintenant, le jeu, c'est en fait essayons de décrypter ce qui n'a pas été dit dans les discours de différents hommes politiques dernièrement, dont Netanyahou, qui a fait un discours exceptionnel au niveau politique, tout le monde l'a applaudi dans son narratif, dans la manière de parler, mais en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il ne fallait pas s'y avoir un livre de décodage, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas bon, parce que les Israéliens, c'est pas des ennemis, ce sont des amis. C'est eux qui se battent. Vous parlez de la force de Tzahal, vous parlez du combatif. C'est quand vous donnez la motivation au peuple que le peuple est prêt à se battre, est prêt à se lever, et prêt même à soutenir le peuple politique. Si vous lui enlevez cette compréhension, cette proximité en tout cas de comprendre ce qui se passe, ça le met dans une situation de déphaser quelque part. Et il attend. Il ne peut pas attendre sans au moins appréhender ce qui se passe. Alors, et pour en venir à tout ça, oui, vas-y. Une dernière question, parce que c'est aussi important, c'est une déclaration de Naftali Bennett, et là-dessus, je voudrais vraiment que vous nous éclairiez. Bennett a dit, aujourd'hui, les soldats dans l'armée israélienne, les combattants, ils combattent, on va dire, avec une main menottée, par les juristes de l'armée, et au lieu d'avoir peur de Yahya Sinwar, ils ont peur du procureur militaire. C'est vrai? Alors ça, écoutez. Mais non, c'est pas vrai. Et ça, c'est exactement, si vous voulez, la manière de dire, c'est pas moi, c'est lui. Lorsque Bennett, qui est ministre et qui est membre du cabinet sécuritaire, non, mais oui, mais il est toujours aujourd'hui membre du cabinet ministériel restreint mais sécuritaire. S'il dit en fait le problème est dans Tzahal, ça veut dire qu'en fait que lui, en tant que politique, se met en dehors du problème. Il se disculpe. C'est-à-dire que mais oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, c'est une erreur. Mais évidemment qu'il y a toujours eu des avocats militaires israéliens, il y a toujours eu ça. Parce que nous sommes une démocratie en guerre, parce que c'est la loi et parce que nous faisons ce que nous devons faire. Et de vous à moi, Daniel, vous savez très bien comme moi que c'est pas parce que nous avons des juristes et des avocats et des cours militaires
que le Tsahal n'est pas une armée formidable, une armée qui sait également éliminer les ennemis s'il le faut. Donc ce sont des faux prétextes. Ce que dit Bennett dans cette histoire-là, qui est d'ailleurs critiqué de manière tout à fait rarissime par l'armée. L'armée a critiqué un ministre en place, très rare. Mais parce que elle a voulu dire, elle l'a pas dit encore jusqu'au bout, arrêtez d'accuser Tsahal des problématiques de, entre guillemets, de non-combativité, parce que c'est, regardez vous-même, et vous prenez vos responsabilités et vos décisions, et nous ferons ce qu'il faut faire. Et Bennett, quelque part, a surpris, parce que lui qui voulait être ministre de la Défense, et remplacer donc Lieberman en disant je vais prêter une autre il se met à dos déjà une partie de l'armée. Revient à un vieux narratif qui n'est pas du tout celui que Tsahal attendait. Il aurait pu dire voilà, avec moi il va y avoir une autre stratégie, une autre tactique. Tsahal est une armée puissante, nous allons. Non, il s'est mis à attaquer Tsahal. Et d'ailleurs, je crois que c'est peut-être vous allez peut-être sourire, mais c'est peut-être une des raisons, sinon peut-être la raison principale, qui a fait que Netanyahou, entre autres, n'a pas voulu lui donner le poste de ministre de la Défense. Parce que quelque part, il s'est retrouvé avec un ministre qui voulait remplacer l'autre ministre, qui en fait revenait au vieux narratif classique sans vouloir en fait dire « moi je vais mettre du nouveau carburant dans la machine et je vais envoyer la machine à d'autres actions ». Et je pense que c'est une erreur grave qu'il a fait au niveau politique. Les gens avaient beaucoup d'attentes de Bennett à ce niveau-là. Il a déçu dans son narratif. Et il n'a pas reçu le poste. Mais juste un mot quand même pour vous dire que cette situation depuis le départ de Lieberman est quand même une situation extrêmement rare. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que Israël n'était pas dans cette situation je dirais presque de cafouillage interne. Hein. Et donc, je dis quand même qu'il faut que nous soyons très prudents et très vigilants. Ce sont des périodes qui sont toujours sensibles lorsque beaucoup de choses sortent d'Israël au niveau politique le plus élevé. Voilà, faut faire attention. Eh bien, merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz. C'était très intéressant de discuter avec vous, donc avec un petit peu de recul sur ce qui s'est passé ces derniers jours sur le plan sécuritaire. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita et bonne journée, Shabbat Shalom. Merci Daniel et Shabbat Shalom à vous aussi.